Les femmes sont plus victimes de violences sexuelles et sexistes et que c'est un pourvoyeur de dépression. Quelle phrase on peut lui dire ou comment on peut agir rien que pour soutenir quelqu'un qui a une dépression? L'anxiété sur le long terme peut donner un épisode dépressif. Pierre-Victor, bonjour, Salut, merci d'être là. merci. Je peux tutoyer? Ouais, bien sûr. On est bon. Bon, c'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Moi, j'ai plein de questions. On va parler comme d'habitude de sujets très joyeux. Dépression, troubles anxieux, le stress en général des jeunes. Avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, petite vidéo. Très tôt, j'ai été sensibilisé aux injustices auxquelles font face les personnes concernées par la maladie mentale. Quand on annonce un diagnostic et que la personne a l'impression d'entendre une insulte, c'est encore plus compliqué de le porter pour les personnes concernées. Bon, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Bien sûr, donc je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où je m'occupe aussi de cours pour les étudiants et un peu de recherche. Et depuis maintenant 6 ans, j'ai créé un concept qui s'appelle Culture Pop et Psy, où en fait c'est expliquer la santé mentale avec la pop culture. Donc c'est extrêmement vaste puisque ça peut être des films, des séries, des prises de parole de célébrités, et qu'aujourd'hui ça a plein de formes sur les réseaux sociaux avec le compte, mais également un festival, des conférences, un ciné-club, donc vraiment plein de choses. Festival très qualitatif où j'y étais, super ambiance. Merci. Et ça fait plaisir parce que je pense qu'il y avait une grosse majorité de jeunes et ça fait plaisir de voir que les jeunes enfin prennent la parole sur des sujets pareils. Bon, on va commencer. On va parler de dépression, on va parler de troubles anxieux qui sont vraiment ta spécialité. Moi, j'aimerais d'abord savoir, pour tous ceux qui nous regardent, c'est quoi la différence entre une dépression nerveuse, une dépression, et l'anxiété? Alors on va dire que c'est deux pathologies qui sont différentes, mais qui peuvent se ressembler, et notamment, parfois on peut avoir les deux. La dépression, c'est ce qu'on appelle un trouble de l'humeur, c'est-à-dire c'est une maladie qui va s'exprimer par de la tristesse, mais pas une tristesse juste comme chacun peut vivre parce qu'on a une mauvaise nouvelle. C'est une tristesse qui est dite pathologique dans le sens où non seulement en intensité, elle va être très forte, c'est pas juste on est un peu triste, c'est on est extrêmement triste, et aussi en termes de durée, puisque ça va durer au moins 15 jours, et surtout ce qu'on oublie souvent dans la dépression, c'est que c'est de la tristesse, mais il n'y a pas que une émotion. Il va y avoir des symptômes physiques, il va y avoir par exemple des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des difficultés à réfléchir, des troubles de l'attention, un ralentissement global du fonctionnement de l'esprit et du corps. Donc en fait, on va voir que dans la dépression, on va dire la maladie, celle qu'on diagnostique en psychiatrie, c'est vraiment un ensemble de symptômes qui n'ont pas grand-chose à voir avec en fait, l'émotion de la tristesse qui est passagère et qui pour le coup est une émotion humaine qui évidemment n'a rien de pathologique. Ouais, la dépression, parce que je trouve que ces mots, il fait peur. Dépression. Et est-ce qu'on dit dépression ou dépression nerveuse? En fait, le terme aujourd'hui reconnu, c'est épisode dépressif caractérisé. Donc voilà, on dit plus tellement dépression nerveuse, mais en fait, on peut dire maladie dépressive ou dépression, mais on va distinguer ça de, par exemple, lorsqu'on utilise le terme de déprime, où là, c'est plutôt voilà, la petite déprime, la déprime du dimanche soir, c'est plutôt, on va dire, dans le langage commun, mais très souvent encore, on voit qu'il y a une incompréhension et que souvent, on peut parler de dépression dans le langage commun, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la maladie. Eh oui, tout à fait. Et c'est vrai que le mot anxiété, il est beaucoup relié à la dépression. J'entends plein de jeunes dire « Ah, j'ai trop d'anxiété, je suis en train de tomber en dépression ». C'est quoi la vraie différence alors? L'anxiété, ça va être différent. Alors, on va parler des troubles anxieux. Donc, pour le coup, c'est un ensemble de maladies dans lesquelles on va retrouver, par exemple, les phobies. On va retrouver les attaques de panique. On va retrouver un autre trouble qu'on appelle le trouble anxieux généralisé. Donc, ça, c'est la famille des troubles anxieux. Donc, on pourra les détailler, si tu veux, par la suite. Mais en gros, un petit peu comme pour la dépression, on a différencié la tristesse de la dépression. Et bien, pour les troubles anxieux, on va différencier l'anxiété ou le stress, qui va être en fait quelque chose qu'on peut vivre tout un chacun. En fait, tout le monde a déjà ressenti du stress. C'est quelque chose qui à la fois est naturel, c'est aussi une manière pour notre corps et notre esprit de nous adapter à des changements. Donc là aussi, il n'y a rien de pathologique. On va différencier ça d'un trouble anxieux ou d'une maladie anxieuse quand en fait l'anxiété et ce symptôme va nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on doit faire dans notre quotidien. Donc, quand ça va générer un handicap et quand ça va durer un certain temps. Donc là aussi, on va différencier vraiment ce qui relève de la vie quotidienne de choses beaucoup plus sévères. Ah, ça fait plaisir de l'avoir parce qu'il en parle très très bien. Hein. Oh là là. Merci. Parce que depuis le temps, souvent on reçoit des invités, on essaie de creuser un peu sur les symptômes, mais on ne peut pas vraiment mettre de mots précis. Là, c'est génial. On parle beaucoup, nous, des symptômes, de tout ce qui arrive pour les jeunes. On parle vraiment des 15-30 ans. Au niveau de la dépression, si on parle de la dépression, est-ce que c'est les mêmes symptômes pour les jeunes
et pour des adultes de plus de 30-40 ans? Oui, c'est les mêmes symptômes. Il faut savoir que la plupart des troubles anxieux et donc des troubles dépressifs et anxieux également, ils commencent en fait chez les ados ou jeunes adultes. Donc, c'est des pathologies qui, à la différence d'autres, comme les maladies du cœur par exemple, ou les cancers, concernent pour une grande majorité plutôt des adultes et arrivent plutôt avec l'âge. Pour le coup, les troubles psychiques, c'est pas toujours le cas, ça peut arriver tôt. On va dire que c'est un petit peu les mêmes symptômes. Ceci dit, alors c'est différent parce que pour le coup, il faut différencier la dépression des troubles anxieux. Pour la dépression chez les ados notamment, ça va être assez différent. Par exemple, la tristesse peut être moins présente, mais il peut y avoir plus d'autres émotions, comme par exemple la colère ou l'irritabilité. Ce qui fait que parfois on passe à côté et qu'un ado, notamment c'est vrai particulièrement chez les jeunes garçons, qui va être irritable, qui va être en colère, ça peut passer par la consommation de substances ou par tout simplement des colères, se battre, etc. On va pas forcément, et l'entourage va pas forcément penser à une dépression, là où en fait ça peut être une dépression. À l'inverse, si on attend entre guillemets qu'un ado déprime comme un adulte, c'est-à-dire pleure, soit ralenti, soit triste du matin jusqu'au soir, en fait ça arrive assez peu parce que dans la dépression des ados par exemple, il va y avoir des fluctuations beaucoup plus importantes. Donc on va pas être tout le temps triste, mais il va y avoir un peu les montagnes russes. Donc ça, c'est important à savoir. Et alors après, évidemment, entre ados, jeunes adultes, en fait, entre 15 et 25, on va bien voir qu'elle a aussi, en fait, une transition en douceur. Donc, si on part de la dépression typique de l'adolescent versus l'adulte, en fait, entre 15 et 25 ans, ça va être un mélange. Hyper intéressant. Et moi, je me suis toujours demandé pendant longtemps, parce qu'on regarde les films à la télé, les séries, souvent, tu sais, il y a ce cliché du le jeune cadre dynamique de 30 ans qui perd sa copine, qui a plus d'argent, qui perd son travail et qui tombe en dépression. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des causes fréquentes qui reviennent et qui provoquent une dépression? Parce qu'on se demande comment on tombe en dépression aujourd'hui. Il y a beaucoup de causes, c'est ce qui fait que c'est compliqué et en même temps que le métier de psychiatre aussi, il est aussi intéressant parce qu'en fait, il y a à la fois des causes qui vont être biologiques. Il y a certaines maladies, par exemple, qui peuvent induire une dépression. Il y a un rôle des hormones dans la dépression. Donc, il y a vraiment des facteurs qui vont être biologiques. Il y a des facteurs qui vont être aussi héréditaires. Dans certaines familles, on va naître avec plus de dépression. Donc, on est plus à risque d'avoir une dépression que dans d'autres familles. Et ensuite, il va y avoir des causes qu'on va dire environnementales. C'est-à-dire que, par exemple, le stress continu, répété et à trop haute intensité peut générer de la dépression. Donc ça, c'est important de connaître les causes, notamment pour la prévention. Ceci dit, et c'est ça qui est parfois difficile à expliquer et notamment à comprendre pour les personnes concernées et leurs familles, c'est que on différencie malgré tout les causes des conséquences de la dépression. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va déclencher une dépression, une maladie dépressive, parfois, même en enlevant la cause, ça ne va pas traiter la dépression. Donc, c'est pour ça qu'on est assez... À la fois, c'est intéressant de comprendre les causes, mais parfois, et c'est normal, les personnes concernées, elles ne se rendent pas forcément compte, et que ce soit elles ou l'entourage, va absolument essayer de chercher ou corriger la cause. Par exemple, une rupture, si ton ou ta partenaire revenait, etc., ça irait mieux. Et en fait, on se rend bien compte que non, c'est pareil pour un travail, pour un licenciement, pour des examens qui sont ratés. En fait, corriger la cause ne va pas forcément corriger la dépression, ce qui fait que c'est une vraie maladie. J'ai trop là, c'est trop intéressant. J'ai trop de questions qui viennent. Ah non, mais là, il développe super bien. Tout le monde se régale. Tu as dit quelque chose qui m'a arrêté là. Tu as dit que des fois, tu dis si je déforme, ça peut être héréditaire, que dans des familles, il y a beaucoup de dépression. Là, je me reconnais totalement parce que moi, j'en ai vécu une suite à la perte du papa. Donc, il y avait une grosse cause. Mais beaucoup dans ma famille, il y a 11 frères et sœurs du côté de mon père. Ils ont tous pris des antidépresseurs, toutes des grosses dépressions. Et on le voit, c'est quelque chose de profond qui revient régulièrement en plus. Il se passe quoi dans la tête? Comment ça, c'est héréditaire? Je comprends pas. En fait, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir une origine. On sait, alors on ne sait pas exactement, mais quelque chose qui passe par les gènes. Il n'y a pas un gène de la dépression qui fait que on a ce gène et on va faire une dépression ou pas. C'est un ensemble de gènes, mais qui fait quand même qu'on est plus ou moins résistant ou vulnérable vis-à-vis de la dépression. C'est vrai pour la dépression, mais c'est vrai pour en fait la plupart des maladies. C'est vrai pour les pathologies du cœur, c'est vrai pour les cancers. Donc, il ne faut pas non plus en avoir spécialement peur. On est chacun avec à la fois des forces et des vulnérabilités. Et après, c'est mieux de les connaître pour ensuite essayer de limiter les facteurs qu'on va pouvoir contrôler.
Ensuite, on sait également qu'au-delà du génétique, il y a des facteurs qui vont être plutôt, on va dire, liés à la transmission, à l'éducation, que c'est sûr qu'un enfant qui va, par exemple, voir ses parents déprimés pendant longtemps à l'adolescence ou à l'enfance ou des certains événements de vie, va être plus à risque, lui aussi, de développer une dépression. Il n'y a pas non plus que du génétique, mais il y a vraiment les deux qui jouent. La dépression, donc oui, il y a le terme maladie qui revient, c'est une maladie, que certains prennent le mot à la légère. Tu l'as dit, tu es médecin psychiatre. Aujourd'hui, c'est combien d'années d'études d'ailleurs? C'est 10 ans. On fait 6 ans de médecine, vraiment, on étudie la médecine, et ensuite, pendant 4 ans, on se spécialise en psychiatrie. Voilà. Aujourd'hui, un jeune qui atteint d'une dépression, voilà, il a vu son médecin, on lui dit, il diagnostique une dépression, à qui il peut en parler autre qu'un médecin généraliste? Alors, disons qu'il y a plusieurs professionnels qui peuvent être impliqués. Il y a effectivement le médecin généraliste en premier recours, parce que c'est vrai que c'est le médecin le plus accessible et qui normalement doit être formé et habilité à diagnostiquer une dépression. Ensuite, les autres professionnels, ça va être le ou la psychologue et les psychiatres. Donc, on va dire que ensuite il y a d'autres professionnels. Par exemple, ça peut être aussi, à certains moments, les éducateurs, les psychologues. Enfin, il y a d'autres professionnels qui peuvent rentrer en compte, mais c'est vrai que c'est principalement, effectivement, les spécialistes de la santé mentale. Et il y a quelque chose qu'on s'est beaucoup demandé, même quand j'en parle avec des potes. Moi, j'ai vu beaucoup de psychologues qui m'ont aidé, j'ai vu des psychiatres, mais généralement, j'avais plus de facilité à parler avec des psychologues. Est-ce que les psychiatres ont le droit de suivre un jeune ou un adulte en consultation pour parler semaine après semaine? Bien sûr. Ils peuvent. En fait, la différence, on va dire, entre psychiatre et psychologue, ça va être qu'un psychiatre, c'est donc un médecin, et donc, si besoin, il peut prescrire un médicament, ce que ne peut pas prescrire un psychologue, puisqu'il n'est pas médecin. On va voir que dans la formation, ce n'est pas non plus la même chose, puisque le psychiatre, il a fait 6 ans de médecine, puis il s'est spécialisé, alors que le psychologue, il s'est spécialisé directement dans la psychologie, la psychothérapie. Après, c'est là que c'est compliqué, un psychiatre peut également faire de la psychothérapie, et c'est pas parce qu'un psychiatre peut prescrire des médicaments qu'il va systématiquement en prescrire. Après, ce qui peut être compliqué, c'est que, et l'intérêt de voir malgré tout, notamment dans certains cas, un psychiatre, c'est que le psychiatre, il va aussi pouvoir diagnostiquer éventuellement d'autres troubles qui peuvent ressembler à la dépression, mais qui n'en sont pas forcément. Il va aussi, par exemple, prescrire un bilan sanguin, une prise de sang, pour voir en fait si il peut y avoir une origine, parce que parfois il y a certaines maladies qui ressemblent à la dépression, mais qui en fait sont des maladies organiques, comme par exemple les problèmes de thyroïde. Donc c'est vrai, ou parfois d'autres pathologies, le trouble bipolaire par exemple, peut en fait ressembler à certains moments à une dépression. Donc c'est aussi pour ça que souvent, notamment en cas de troubles, on va dire sévères et handicapants, on conseille quand même à un moment voir quand même un psychiatre, quitte à ce qu'ensuite il réadresse à un psychologue, ou voir les deux, ou enfin ensuite il y a évidemment une sensibilité personnelle, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est assez fréquent. Le psychiatre continue de faire peur, notamment parce que dans les films, c'est souvent des personnes qui ont plein de problèmes, c'est souvent des vieux, c'est souvent des personnes qui vont être manipulateurs. Enfin, il y a clairement un déficit d'image assez important vers les psychiatres. Il y a des gros clichés là. Et je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a des radios, des scanners, des examens qui peuvent prouver justement qu'une personne a une dépression? Non, pas pour l'instant. En tout cas, pas des examens qu'on fait en routine. Donc, il y a des examens qu'on va faire pour être sûr que c'est pas autre chose. Et donc, par exemple, dans les recommandations, c'est de faire au moins effectivement un scanner pour une dépression sévère, pour être sûr que c'est pas une pathologie du cerveau qui peuvent ressembler là aussi à la dépression. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'examen qu'on fait en routine qui permettent de dire c'est une dépression. Ceci dit, et c'est hyper intéressant, au stade de la recherche, il y a pas mal d'examens qu'on peut faire et qui montrent des différences entre le cerveau de quelqu'un atteint de dépression et le cerveau de quelqu'un qui n'a pas de dépression. Donc, peut-être qu'à l'avenir, on pourra faire ce type d'examen. C'est incroyable. Et tu dis, si je me trompe dans les termes, le cerveau de quelqu'un qui est en dépression va moins capter la sérotonine et l'hormone de la bonne humeur? Alors, disons que la sérotonine est impliquée, mais clairement, c'est pas le seul neurotransmetteur. Ce qu'on va surtout voir aujourd'hui, c'est en fait que certaines zones du cerveau vont fonctionner plus ou moins chez les personnes atteintes de dépression. Par exemple, la zone qui va s'occuper de la régulation des émotions peut moins bien fonctionner chez les personnes ou être moins activée chez les personnes concernées par la dépression. Donc c'est plutôt, on va dire, la manière dont le cerveau fonctionne plutôt que par exemple une différence de taux de sérotonine. Ok. Est-ce qu'après toutes ces années de recherche que le monde a fait, est-ce qu'on comprend pourquoi le cerveau justement actionne ce mode dépression?
Pas tellement. On sait toujours Pas pas. tellement. Enfin, bien sûr, il y a plein de pistes. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout, plus ça va et plus la recherche va vers le fait que, en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle la dépression, c'est du coup un ensemble de symptômes dont on a parlé tout à l'heure. C'est, on va dire, la face un peu émergée de l'iceberg. Et en fait, à l'intérieur de tout ce qu'on voit comme étant une dépression, il y a probablement plusieurs en fait, types de maladies. Il y a par exemple des dépressions qui vont avoir un lien avec le système inflammatoire. Donc le fait qu'en fait un cerveau, lorsque il y a de l'inflammation, c'est-à-dire une activation du système immunitaire, ça peut causer plus de dépression. Donc certaines dépressions, peut-être à l'avenir, seront diagnostiquées comme ça et seront par exemple traitées par anti-inflammatoires, ce qui peut paraître complètement étonnant. D'autres dépressions seront plutôt d'origine, on va dire, cognitive. Donc en fait, il peut y avoir probablement qu'à l'intérieur, on ne trouvera pas un seul type de dépression, mais plusieurs types de dépression, mais que pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'outils assez fins, on met un peu dans le même panier. Il y a trop d'infos, c'est trop intéressant. Avant de revenir justement sur les traitements, comment on peut soigner une dépression en 2024, on va revenir un tout petit peu sur l'anxiété. Et tu vois, il y a quelques mois, je me réveille tranquille, en train de vie normale d'entrepreneur, et je commence à avoir, comme à l'époque, des grosses douleurs à la mâchoire. Je vais voir mon médecin, je vais voir mon dentiste. On me dit que je fais du bruxisme et que ça serait lié à de l'anxiété, tu vois. Et pour autant, je ne ressens pas de stress plus gros que d'ailleurs, enfin plus gros qu'habituellement. L'anxiété, tu me dis si je me trompe, on peut en avoir même si on n'en ressent pas vraiment. Effectivement, l'anxiété, un peu comme la dépression, mais encore plus peut avoir des symptômes très physiques pour le coup et qu'on ne rapproche pas forcément à une pathologie de l'esprit et à un trouble anxieux. C'est particulièrement vrai pour ce qu'on appelle les attaques de panique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle une attaque de panique, ça va être en fait quelque chose où le cœur va par exemple s'emballer, on va avoir du mal à respirer, on va avoir des douleurs abdominales, le cœur va se mettre à battre très fort, ce qui sont des symptômes qui vont générer de l'anxiété parce qu'on se dit mais je vais peut-être mourir tellement je suis stressé, mon cœur va s'arrêter. Le cerveau s'emballe, on a des tremblements, etc. Donc des symptômes qui sont très physiques, mais en fait qui ont une origine psychique. Et donc rien qu'en fait savoir ça, ça va déjà diminuer le niveau d'anxiété globale. D'expliquer à la personne, de dire en fait lorsqu'on fait une attaque de panique, on ne peut pas par exemple en décéder, alors que c'est souvent ce que la personne va se dire et qu'en fait va dire mon cœur va mal, il bat de plus en plus vite, il va m'arriver quelque chose et en fait ça génère de l'anxiété qui fait qu'il y a encore de plus en plus de symptômes. C'est dingue, ça veut dire qu'en fait, un jeune de 26 ans, il peut paraître hyper en forme, aller en boîte de nuit, se bourrer la gueule avec ses potes, rigoler avec tout le monde, mais finalement, il peut ressentir du jour au lendemain les symptômes physiques, alors que dans sa tête, tout va bien. Oui, d'autant plus que l'anxiété, elle va être, on va dire, les symptômes vont varier beaucoup plus. Donc avec des accès qu'on appelle paroxystiques, c'est-à-dire des moments où il y aura beaucoup de symptômes et d'autres pas du tout. Quelqu'un entre deux attaques de panique, il peut avoir aucun symptôme. Donc c'est vrai que dans l'exemple que tu cites, ça peut ressembler un petit peu à ça, effectivement. C'est dingue. Parce que moi, je suis le genre de jeune qui, à l'époque, en tout cas, avait beaucoup de symptômes d'anxiété. Et comme 90% des jeunes, les mecs, on a un ego surdimensionné. J'en parle pas, je suis un bonhomme, j'attends que ça passe. Est-ce que tu peux nous dire quelques conséquences quand on a de l'anxiété au long terme et qu'on refuse de s'en occuper? Disons que les conséquences, ça va être surtout le fait que les symptômes vont continuer, voire ça peut s'aggraver. Et on sait qu'il y a un lien, on en parlait un petit peu tout à l'heure, entre l'anxiété et la dépression. Et que souvent, en fait, l'anxiété sur le long terme peut donner aussi, du coup, un épisode dépressif. Donc, c'est un des risques, entre guillemets, qui peut arriver, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, le cerveau, globalement, le fonctionnement va s'épuiser et en fait, ça va donner une dépression. Oh la vache. Et juste avant qu'on en passe sur la dépression, est-ce qu'il y a un lien des fois entre l'anxiété que les jeunes peuvent ressentir et des échecs scolaires ou des problèmes dans le travail? Oui, souvent, l'anxiété peut faire qu'on a une perte de moyens. Donc, en fait, on n'arrive plus parce qu'on est trop angoissé, on n'arrive plus à se concentrer. Et quand on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à apprendre. Et donc, on n'arrive pas, par exemple, à assurer ce qu'on doit faire à la fac ou au lycée ou au travail. Donc, il peut y avoir un lien.
sachant que ça peut être un cercle vicieux, puisque on rate ses examens, on est encore plus angoissé, on se dit qu'on ne va pas y arriver, etc., etc. D'où l'intérêt d'un moment essayer de prendre du recul et puis surtout voir quelqu'un qui va nous dire en fait là ce que tu traverses c'est un trouble anxieux ou une dépression ou autre chose qui fait que c'est pour ça que ça va pas et donc on peut mettre ça et ça en place par exemple. C'est dingue. C'est dingue. Je te laisse boire, il parle tellement, il y a trop d'infos là. C'est dingue. Quand on revient à la dépression, juste avant de parler des traitements, moi c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, on me dit mais Joseph, ok, on voit une personne qui va mal, qui est en dépression et c'est notre pote. Quelle phrase on peut lui dire ou comment on peut agir rien que pour soutenir quelqu'un de notre âge ou pas qui a une dépression? Mes conseils, ça va être avant tout essayer de se renseigner justement sur la dépression et les troubles anxieux pour mieux les comprendre et ça va éviter de faire des impairs du style pourquoi t'es triste alors qu'en fait il n'y a pas forcément une raison et ça va pas aider la personne ou le pire secoue-toi, bouge-toi un peu, il faut faire ci, il faut faire ça, des injonctions qui clairement font pas du bien lorsqu'on va pas bien. Donc déjà essayer de comprendre un peu ce que peut vivre la personne en situation de dépression. L'autre chose, ça va être essayer d'amener la personne à prendre soin d'elle et notamment à consulter un professionnel si besoin, parce que souvent c'est très stigmatisé et que l'entourage du coup soit hésite, n'ose pas en parler, soit finalement va être jugeant envers la personne qui va faire le choix de se faire soigner, soit va du coup ne pas réussir, va essayer de porter elle-même la dépression, mais à certains moments c'est trop lourd et en fait c'est pas l'entourage qui peut soigner, l'entourage il va être indispensable pour aller mieux, mais c'est pas non plus l'entourage qui va remplacer une évaluation professionnelle. Donc ça va être un petit peu un mélange de tout ça et surtout en partant de la souffrance à un moment de la personne, parce que ce qui va inquiéter l'entourage, c'est pas forcément ce qui va inquiéter et pousser la personne en fait à rentrer dans une démarche de soins. Oui, évidemment, ouais. Plutôt qu'on voit les proches s'inquiéter, ça renforce un peu l'anxiété et la peur qu'on a. Mais il est temps de parler quand même un peu des solutions, parce que là, maintenant, si tu regardes la vidéo, tu sais ce que c'est l'anxiété, la dépression. Moi, chaque fois, j'aime bien donner un témoignage, souvent le mien. Moi, quand j'étais en période de dépression, que j'ai perdu beaucoup de poids, après j'en ai gagné, je veux dire comment, avec les médicaments et tout, mais j'ai psychiatre, psychologue, acupuncteur, guérisseur, hypnotiseur, même un marabout que je suis allé voir, je raconte, j'ai tout testé. Finalement, j'étais arrivé à un tel état de mal-être où je dis au médecin, quel traitement on peut prendre. Il m'avait déjà conseillé des antidépresseurs. D'accord. Je suis allé voir, moi, ce que je recommande aux jeunes, plusieurs avis médicaux, pour être sûr. Et donc, j'ai pris des antidépresseurs, 3 marques différentes. Okay. J'ai pris des anxiolytiques. Au final, aujourd'hui, quel traitement il y a, quand on parle de médicaments, quel traitement il y a au niveau de la dépression? Disons que le traitement, alors ça va dépendre en fait, déjà de la sévérité de la dépression. Pour les dépressions dites légères à modérées, c'est-à-dire les dépressions qui ne vont pas être les plus importantes, où il va y avoir moins de symptômes, le traitement de première intention, ça va être avant tout la psychothérapie. Ouais. Pour les dépressions qui vont être sévères, notamment dans lesquelles il va y avoir beaucoup de symptômes physiques, c'est-à-dire des troubles du sommeil, on a du mal à dormir, voire on ne dort plus du tout, ou à l'inverse, on dort beaucoup trop, des problèmes d'appétit, on mange plus du tout, on perd du poids, ou à l'inverse, on mange beaucoup trop, des difficultés de concentration, on n'arrive plus rien à enregistrer. En fait, quand on vit avec ça tous les jours, c'est épuisant, c'est extrêmement inquiétant, et ça peut avoir plein de conséquences négatives par rapport à ce qu'on peut vivre et ce que la société nous demande de faire également. Dans ces dépressions les plus sévères, c'est aussi dans ces dépressions qu'on va retrouver des idées noires ou suicidaires qui peuvent être vraiment un vrai risque vital. Et donc, dans ces dépressions sévères, c'est vraiment là que les médicaments antidépresseurs vont être les plus efficaces. Évidemment, ce n'est pas un traitement qui est pris à la légère. L'indication doit être posée par un médecin. Si on n'a pas confiance, évidemment, on peut voir effectivement plusieurs médecins. Si après ils sont d'accord et qu'ils expliquent bien surtout comment marche le traitement, il n'y a pas de raison de stigmatiser ou d'avoir peur de ce traitement plus que d'un autre médicament. Ces médicaments, maintenant, il y en a plus d'une 25 environ qui sont disponibles en France. Pour la grande majorité, c'est des traitements qui sont assez vieux. En fait, la plupart sont génériqués. Donc, ce n'est pas tellement, contrairement à ce qu'on imagine, des traitements sur lesquels l'industrie pharmaceutique investit beaucoup. Au contraire, ils investissent plutôt pas tellement parce que c'est pas très lucratif finalement la psychiatrie. Donc la plupart de ces médicaments, ils sont très facilement disponibles et c'est des médicaments qui ont l'intérêt d'agir, de traiter la dépression sans donner de dépendance, c'est-à-dire que prendre une fois un antidépresseur, on voit bien que ça génère pas
C'est loin d'être la pilule du bonheur ou miraculeuse. Ouais, C'est bien moins efficace que beaucoup de drogues parce qu'en fait, ça n'a pas tellement d'effet au début. Les premiers effets, ils vont agir au bout de 10 à 15 jours avant vraiment d'avoir les premiers effets bénéfiques. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des médicaments qui ne donnent pas de dépendance parce qu'on n'est pas tenté d'en prendre plus, de doubler les doses, etc. C'est un médicament, moi j'en parle beaucoup, oui, qui marche au long terme. Ça peut faire beaucoup de bien lorsque vraiment on est au fond du trou. Néanmoins, j'ai vu qu'il y avait des effets secondaires et ça donne envie de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'on prend quand on prend l'antidépresseur? Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'aimerais te demander. Et au final, quel effet, sans rentrer dans trop de détails, quel effet ça fait au niveau du cerveau? Disons qu'il y a plusieurs familles d'antidépresseurs, dans les plus prescrits, notamment dans on va dire, pour une dépression assez classique, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de sérotonine et dépression, qui globalement agissent à plein de niveaux, mais notamment, ils vont, c'est ce qui a été montré notamment chez les modèles animaux, augmenter la concentration de sérotonine dans le cerveau. Même si en fait aujourd'hui on sait que probablement leur efficacité vient pas que de là et que c'est une partie mais que ça vient pas que de là. Et globalement c'est des médicaments qui vont permettre au cerveau de refonctionner comme il fonctionnait avant. D'accord. C'est pas des traitements qui vont modifier finalement la manière dont le cerveau va fonctionner. Ça va pas faire fonctionner plus par exemple le cerveau ou plus certaines zones. C'est aussi pour ça que c'est des médicaments, chez quelqu'un qui n'est pas malade, en fait, ça va servir à rien. Ça va pas donner plus d'énergie, réfléchir plus vite. C'est pas du tout des dopants. Chez quelqu'un qui est pas malade, justement, ça sert à rien. Ça va faire rien. Après, les effets principaux secondaires, ils vont vraiment varier en fonction des molécules. Mais c'est vrai que ceux souvent qui sont le plus craints, c'est la prise de poids, qui n'est pas systématique, mais qui peut arriver. Et donc, c'est important de le dire aussi aux médecins, de dire moi, j'ai vraiment peur de prendre du poids. Et donc, à ce moment-là, il prescrit les médicaments qui vont en donner le moins et de surveiller tout simplement le poids parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain et c'est quelque chose qui peut être transitoire. Donc, l'idée, c'est de le surveiller tout simplement et que si jamais ça arrive, on change de traitement. Après, il va y avoir d'autres effets secondaires, par exemple des troubles digestifs, un petit peu de nausées, de vomissements, qui arrive surtout pour le coup au début du traitement. Donc là aussi, c'est important que le médecin explique aux patients, dise en fait, ça arrive les 4-5 premiers jours, donc c'est pas très agréable, mais en général, c'est supportable. Et puis ensuite, il n'y a plus. Donc pour le coup, c'est moins gênant. C'est vrai que dans mon expérience de prescripteur à l'hôpital, souvent, honnêtement, c'est des médicaments qui sont beaucoup mieux tolérés que l'image qu'ils en ont. C'est vrai que souvent, les patients ont énormément d'inquiétudes et de craintes avant de commencer. Et une fois qu'ils commencent, ils disent finalement, c'est pas si terrible. Et moi, je me suis toujours demandé, maintenant qu'on sait ce que c'est un antidépresseur, pourquoi la France, on est parmi les premiers pays consommateurs en Europe et pourquoi les psychiatres, moi j'ai vu, alors j'ai des très bons psychiatres, peut-être des moins bien, mais avaient une facilité à en prescrire. Alors, il faut savoir que c'est faux. On n'est pas le premier prescripteur d'antidépresseurs. J'ai dit dans les premiers, je n'ai pas dit premier. Non, mais on est même loin, en fait, par rapport aux pays de l'OCDE, donc en gros les pays de développement économique comparables à la France, qui inclut la plupart des pays européens. On est 16e de ce groupe de pays-là. On est même après la moyenne de prescription. Donc, on n'est clairement pas du tout... On prescrit Pourquoi on a moins. cette réputation? Parce que moi, on l'a tellement dit, j'ai lu Bien des sûr. fois. Parce qu'en fait, dans les médias, on le dit systématiquement, mais c'est faux. Enfin, ça fait vraiment 20 ans que c'est faux, mais je passe mon temps à le t'as bien fait encore une fois. Donc, non, c'est faux pour le coup. Alors après, c'est ni une fierté, ni une honte. C'est pas génial d'être le premier et en même temps, pas non plus une fierté d'être le dernier. Mais bon, en tout cas, on n'est pas le premier. Ce qui est souvent en fait dur pour les patients, c'est que dès qu'ils vont le dire à leur entourage, ils vont dire de toute façon, en psychiatrie, en France, on est les champions du monde des antidépresseurs, donc on en donne à tout le monde. Or, c'est faux. Donc c'est déjà pour ça que c'est important surtout de corriger cette croyance-là. Après, pourquoi finalement ils ont cette mauvaise réputation? Il y a probablement plein de raisons, mais aussi parce que finalement la psychiatrie et notamment la dépression, on le voit, continue d'être quand même pas très bien compris. Et donc finalement, si on se dit que la dépression, c'est juste quelqu'un qui est flemmard, qui a qu'à se bouger un peu et qui est faible, et bien forcément, on se dit que le traitement, ça va être secoue-toi, lève-toi et marche, et pas du tout un médicament qui va traiter une maladie. Bien sûr. On est d'accord que c'est pas le même traitement pour une dépression que pour de l'anxiété. C'est ça que je me Ça peut.
En fait, ça peut, notamment dans ce qu'on va appeler les troubles anxieux. Il y a certains dont on a parlé, par exemple l'anxiété généralisée, qui est une anxiété pour laquelle qui va être en fait continue, c'est-à-dire en permanence, la personne va s'inquiéter de ce qui peut se passer à l'avenir. C'est-à-dire, bah tiens, j'ai rendez-vous demain à midi. Je suis sûr que, par exemple, il y aura des problèmes dans les transports, qu'il y aura une grève et que j'arriverai pas à l'heure. Et donc, en fait, se mettre à ruminer comme ça en permanence sur des événements futurs ou passés. Et c'est quand on en parle, finalement, on se dit, ah bah oui, on voit bien dans notre entourage qui ça peut être ce type de personnes. Dans certains cas, c'est extrêmement handicapant. Et par exemple, le traitement pour cette anxiété, ces troubles anxieux généralisés, ça va être un antidépresseur parce qu'à la fois, il va traiter la dépression, mais aussi prévenir. Donc, c'est vrai que, à la différence de certains traitements qu'on appelle les anxiolytiques, qui eux sont des traitements qui vont être très efficaces pour traiter l'anxiété de manière ponctuelle, mais qui ne vont pas avoir d'effet préventif. Donc en fait, ça va agir sur le coup comme un paracétamol, par exemple, quand on a mal. Ça masque un petit peu les symptômes, mais ensuite ça revient. Et après, ça revient. Putain, passionnant. Je vais raconter une petite anecdote, parce qu'il parle beaucoup comme ça, il se repose un peu. Moi, pendant ma période dépressive, j'ai perdu du poids, j'ai perdu beaucoup d'énergie surtout. J'avais plus de libido, j'avais commencé la musculation depuis 4 mois, j'avais pris des gros biceps, je commençais à tout perdre, j'étais fatigué, pas d'appétit, pas de libido, envie de rien faire. Et finalement, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien un an après, c'est de reprendre le tennis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut en parler, il y a plein de traitements naturels, dont le sport. Et j'aimerais te demander pourquoi le sport fait partie des traitements naturels. Effectivement, alors l'activité sportive, c'est un traitement qui marche dans la dépression, notamment et même dans les dépressions dont on parlait tout à l'heure, modérées à sévères, donc les dépressions qui sont assez importantes. Après, il faut savoir, alors dans les protocoles de soins qui ont prouvé leur efficacité, il y a le sport, mais il faut savoir que c'est du sport assez intensif et c'est on va dire une dose de sport importante puisque c'est au moins 3 fois 45 minutes par semaine d'intensité intensive. Donc, c'est pas juste faire un petit peu de sport ou un petit peu marcher, ça peut être efficace, mais surtout pour la prévention de la dépression. Après, ce qui est compliqué finalement dans le sport, c'est que parfois c'est difficile et dans ces protocoles-là, en fait, c'est des protocoles dans des études qui sont extrêmement encadrés, c'est-à-dire que pour motiver quelqu'un qui est très déprimé, au fond de son lit, qui a envie de rien faire, en fait, à faire 3 fois 45 minutes de sport par semaine, ça nécessite beaucoup d'énergie. C'est possible dans des études. C'est des patients qui sont hospitalisés, ils sont en clinique, ils sont très stimulés par des infirmiers, des éducateurs sportifs, etc., qui vont du coup leur permettre de faire ce sport. Et donc, ça marche. Mais dans la vraie vie, on voit bien que c'est difficile parce qu'en fait, à un moment, même si on voit son psychiatre, son psychologue une fois par semaine, que l'entourage est mobilisé, en fait, forcer quelqu'un qui est vraiment très déprimé à faire du sport, c'est aussi un peu impossible. C'est pour ça que c'est une bonne stratégie, mais que parfois, notamment pour les dépressions qui vont être très sévères, c'est très difficile de dire à la personne « Ah en fait, t'as qu'à faire du sport ». Et c'est comme ça que ça va traiter ta dépression. Ouais. C'est pour ça que, on va dire que pour les dépressions légères à modérées, c'est très efficace et pour le coup, c'est possible. Et surtout, en complément de ça, la place du sport, elle va être importante aussi dans la prévention de la rechute. C'est-à-dire une fois que déjà que ça va un peu mieux, pour prévenir finalement et continuer de guérir et traiter la dépression. Donc c'est vraiment, on va dire, un petit peu du cas par cas, sachant qu'il y a aussi des contraintes qui sont que, comme pour la psychothérapie, le sport aujourd'hui, pour l'instant, ça peut commencer, enfin, il y a certains tests en France pour le prescrire, mais c'est pas remboursé. Donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué, même si ça part d'une bonne intention, de dire faut arrêter de mettre des antidépresseurs et faire du sport. Ouais, mais en fait, le sport, ça peut coûter cher, c'est pas toujours facile, c'est pas accessible à tout le monde. Et donc, l'idée, c'est pas de dire il faut faire ça ou ça. Chaque solution a sa place, mais c'est de pas non plus, ni stigmatiser, ni donner des injonctions à des personnes qui, en fait, à certains moments, ne peuvent pas mettre ces solutions-là en place parce que ça reste, pour l'instant, des solutions plutôt privilégiées, quoi. Moi, j'ai une question qui me vient en tête, qui n'était pas prévue, mais c'est une question où je pense que ça peut aider beaucoup de parents, parce que là, on parle des jeunes, mais c'est vrai qu'on a une grosse catégorie de parents qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut dire, si tu as un petit tips, que maintenant que tu commences à avoir pas mal d'expérience, s'il y a un enfant, justement, qui est atteint d'une dépression, et je sais que les enfants, à 15, 20, 25 ans, les parents, des fois, on s'en fout de leur avis, et qu'on est parent, et qu'on veut encourager son fils à aller parler à un psychiatre ou psychologue.
Ce serait quoi les mots ou les paroles? Parce que même moi, j'aurais du mal à motiver un de mes potes. Donc, est-ce que tu as un petit tips? C'est vrai que c'est difficile de faire un conseil comme ça général parce que ça va s'adapter ensuite à chacun, mais c'est vrai que souvent ce qu'on constate, c'est que plus les parents finalement vont comment dire, avoir une image négative des professionnels et de la psychiatrie et des soins, plus en fait on va retrouver ça chez les enfants. Donc c'est sûr que si on dit ah bah les psychiatres de toute façon ils servent à rien et voilà secoue-toi etc. En fait le moment où on dit en fait va voir un psychiatre, l'enfant ou l'ado il comprend pas forcément. Au contraire en finalement dédramatisant l'accès aux soins en accompagnant en disant en fait quand tu avais tes vaccins à faire, je t'emmenais chez le pédiatre. Quand tu as une douleur au genou, on va voir l'orthopédiste. Et là en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose de psy. Je ne sais pas forcément ce que c'est parce que tous les parents, là aussi le conseil c'est évidemment de se renseigner, de se former, mais ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les compétences d'un professionnel de santé, mais dire en fait on va aller voir un professionnel C'est ça, et d'accompagner dans la démarche. C'est exactement ça. Et nous, on a encore trop l'image, les jeunes qui n'ont jamais vu un psy, de se dire ouais, c'est le canapé où tu t'allonges, il va poser des questions chiantes, il va te juger peut-être. Et on a encore trop ce cliché, malheureusement. Et je trouve ça dommage. Il y a un tout petit peu, mais très peu, qu'il n'y ait pas de vidéo d'exemple où on voit une vraie séance de psy avec des gens qui acceptent de témoigner. Et on voit le côté agréable, parfois fun. Moi, j'ai déjà rigolé avec mon psy. Et le côté, où ça fait du bien, quoi. Mais il n'y a pas ça. Non, c'est vrai. Alors, ça commence un petit peu. Il y a certains films ou séries. Bon, en France, il y a eu la série En thérapie qui a pas mal marché. Alors, où on voit la psychanalyse, donc qui est un type de psychothérapie, qui n'est pas le seul qui existe, mais au moins, c'est vrai que le docteur Dayan, et on le voit notamment avec les ados dans les saisons 1 et 2, on voit qu'en fait, certes, c'est un psychanalyste qui étudie un peu l'inconscient, etc., mais il est assez sympathique, il pose des questions, il juge pas, il est là pour aider, il fait de son mieux, et je trouve que ça donne un visage un peu réaliste, là où on voit bien, notamment dans la saison 1, que l'ado au début, elle a énormément d'idées reçues, elle se dit c'est qui ce vieux schnock, moi j'ai rien à lui dire, etc. Et que finalement petit à petit elle arrive à s'ouvrir et que ça lui fait beaucoup de bien. Il y a une question, j'ai failli regarder la réponse sur internet avant, je dis non, voilà, on va la poser aujourd'hui. On a 70% de femmes qui nous regardent à peu près, beaucoup de femmes qui s'intéressent à la santé mentale, les mecs on n'assume pas. Est-ce que la dépression atteint de la même manière et de la même violence des fois les hommes et les femmes? C'est une bonne question. C'est drôle parce que c'est le sujet de ma conférence là, de samedi. Donc, c'est sur quoi je travaillais ce matin. On sait que en fait, les femmes vont être plus concernées par la dépression. Okay. On sait qu'il y a environ 1,5 fois à 2 plus de femmes concernées par la dépression que les hommes pour plein de raisons. Et notamment, c'est ce qui est là aussi intéressant, c'est qu'en fait, on va retrouver les mêmes origines que pour les dépressions, c'est-à-dire il y a des raisons qui sont biologiques, notamment le rôle des hormones, féminines, des hormones masculines qui vont jouer sur la dépression et la fréquence d'apparition de la dépression. Mais évidemment, ça ne se résume pas uniquement à une question d'hormones. Il va y avoir aussi des questions culturelles, les stéréotypes de genre. Les femmes, on le sait par exemple, vont plus facilement accéder et demander des soins au sens large, que ce soit en médecine générale, en psychiatrie ou pour tout, que les hommes qui ont tendance à être sur une image viriliste de un homme, ça ne va pas voir le médecin, c'est jamais malade, ça ne parle pas de ses émotions. On sait également que les médecins vont avoir tendance à plus diagnostiquer de dépression du coup chez les femmes que chez les hommes. Parce que chez les hommes, ils vont avoir tendance à relativiser en disant c'est juste un coup dur au travail, alors qu'une femme, ils vont plus facilement diagnostiquer une dépression. Okay. Et ensuite, il va y avoir des raisons vraiment systémiques de stéréotypes de genre qui sont que, par exemple, les femmes sont plus victimes de violences sexuelles et sexistes et que c'est un pourvoyeur de dépression, sont plus victimes d'abus sexuels dans l'enfance et c'est un pourvoyeur, sont souvent en moins de facteurs de protection avec une charge mentale plus élevée, notamment au travail, avec le rôle aussi domestique, les enfants, etc. Et donc, en fait, ont plus aussi de, finalement, facteurs qui, dont on le sait, vont finalement favoriser la dépression. Et pourtant, on rappelle qu'aujourd'hui, sur les personnes suicidées en France, il y a plus souvent des hommes que des femmes.
Donc on voit bien que en fait, ces stéréotypes de genre, ils sont à la fois négatifs pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce qu'ils ont plus de mal à finalement trouver une aide et à accepter quelque part de consulter. Oh, les mecs, on déconne. Hein. Ouais. Et on arrive à la fin de ce podcast. Après, je te demanderai si tu veux rajouter des petits bonus. Il y a quelque chose. Alors là, pareil, j'ai pas fait de recherche approfondie, mais j'ai vu que alors, c'est une question très. Elle est subtile et profonde à la fois, mais il y a plus de taux de dépression dans les pays comme la France, des pays qui ont des moyens économiques, que dans les pays du tiers-monde. D'où ça vient, ça? Pourquoi? C'est compliqué de comparer, notamment parce que le système de soins n'est pas le même non plus. Et dans certains pays, par exemple en Afrique francophone, on sait qu'il y a une poignée de psychiatres pour tout le pays, par exemple. Donc forcément, en fait, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir diagnostiquer et étudier, et on n'est pas certain qu'il y ait plus ou moins de dépression, tout simplement parce qu'il n'y a pas les outils pour mesurer ça. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Ensuite, l'autre, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, non seulement la dépression, c'est pas nouveau, ça existe depuis au moins l'Antiquité, avec des descriptions dans la Grèce antique, etc. Et aussi, ça existe partout dans le globe. Il n'y a pas une culture qui serait indemne de la dépression. Ça, souvent, c'est aussi une idée un petit peu à la fois, on va dire, probablement d'origine un peu culturelle, mais aussi coloniale, de se dire, on se dit, ah bah oui, dans tel pays, ils ont le soleil, ils sont heureux, donc ils font pas de dépression. En fait, des suicides, il y en a partout. Donc, c'est important de savoir que c'est quelque chose qui est universel et qui fait partie de la condition humaine, donc ça a toujours existé. Après, on va l'exprimer de manière différente en fonction de sa culture et, comme je disais, aussi en fonction des capacités d'études et de soins qui sont disponibles dans différents endroits du globe. Après, c'est vrai que dans les facteurs culturels dont on a parlé, on sait qu'aujourd'hui, notamment en France, avec les études répétées, on voit qu'il y a de plus en plus de dépression, notamment depuis le Covid. Donc, il y a quand même des facteurs qui vont être effectivement culturels ou on va dire au moins sociétaux. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore un équilibre pour pas être dans des propos qui sont trop caricaturaux, quoi. Et pour finir, de mon côté, je me suis toujours demandé, est-ce que l'amour fait partie des médicaments contre la dépression? Alors je dis ça, parce qu'un médicament, c'est un grand mot, hein, mais moi, juste après la mort du papa, j'ai rencontré ma première copine, et c'est vrai que ça a été comme, si on compare, pas un antidépresseur, mais un anxiolytique qui calme, en tout cas pour une période donnée. Et est-ce que l'amour a un effet là? C'est une belle idée, c'est compliqué, parce qu'en fait, à la fois oui, dans le sens où on sait que par exemple, être en couple ou être marié, c'est des facteurs qui vont être plutôt protecteurs vis-à-vis de la dépression, mais probablement pour plein de raisons. On sait que par exemple, chez les hommes, être marié est associé à moins de consommation d'alcool. Et en fait, l'alcool, c'est quelque chose qui va être associé à plus de dépression. Donc, on ne sait pas si c'est juste le fait d'être en couple, si c'est le fait d'être amoureux, parce qu'on peut être marié sans être amoureux, ou si c'est le fait... Donc, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. On sait à l'inverse que la rupture amoureuse, c'est à la fois un pourvoyeur de dépression assez important, mais c'est aussi un modèle. Les chercheurs disent voilà, c'est finalement un modèle pour comprendre la dépression, parce qu'en fait, une rupture amoureuse, on peut avoir quasiment tous les symptômes de la dépression, sauf que ça va durer un peu moins qu'une dépression et ça va être, on va dire, très contextuel. Donc, à la fois, oui, on sait que l'isolement, tout simplement, c'est aussi un pourvoyeur de dépression. Et donc, en fait, être amoureux, et notamment quand cet amour est réciproque, hein, ça va être du coup un facteur qui va aider à un équilibre. Ceci dit, c'est pas non plus le médicament rêvé, parce qu'en fait, on peut aussi, et parfois c'est très compliqué pour les personnes concernées à la fois à comprendre, mais aussi c'est très culpabilisant. On peut être en couple très bien avec la personne qu'on aime et pourtant avoir une dépression extrêmement grave, extrêmement sévère. Donc c'est pas non plus le seul traitement et c'est pas non plus complètement... Enfin, ça immunise pas contre la dépression. Ouais. Et j'aimerais juste terminer, parce que tu as évoqué le sujet de l'alcool, qui pouvait dans certains cas favoriser la dépression. Aujourd'hui, les jeunes, on sait très bien, ça prend toutes sortes de drogues, hein. Moi, j'habite à Paris, je le vois en boîte de nuit, dans les soirées appart, surtout ce qu'on appelle des TAS chez les jeunes, qui va recapturer je sais pas quoi, bon bref, te mettre de bonne humeur et heureux. On est d'accord que ça peut favoriser également la dépression? Ouais. Surtout
Surtout l'alcool, on va dire consommer tous les jours, ça donne vraiment la dépression. Pour le coup, c'est un des produits qu'on a le plus étudié parce que ce sont les produits les plus consommés. Ce qu'on sait aussi alors c'est vrai aussi, enfin surtout chez les ados, jeunes adultes, que parfois les drogues viennent un peu masquer la dépression parce qu'en fait, c'est parce que il y a une souffrance que les personnes du coup vont consommer des drogues pour essayer de s'échapper un peu de leur souffrance psychique. Même si, et je fais que des réponses de psy, hein, même si toute consommation de produits ne veut pas dire dépression, quoi. Mais c'est bien parce que là, on a le temps justement d'évoquer un peu les choses en subtilité parce qu'il n'y a jamais de réponse finalement hyper simple et hyper claire et en tout cas trop simpliste, quoi. C'est ça, là on parle de dépression, à la fois c'est très précis, à la fois très complexe, très global, donc c'est passionnant. Moi, je suis arrivé à la fin de mes questions. Est-ce que toi, il y a un dernier point dont tu aimerais parler? Non, ça me semble à peu près clair. On a pu parler de plein de choses. Donc, c'est magnifique. Chouette. Est-ce que pour terminer, on peut donner, alors là, je relie beaucoup ça à moi, un message d'espoir, quelque chose pour les jeunes justement qui vivraient une dépression ou une forte anxiété? La petite caméra, tu vois, elle est là. Et moi, ce que j'ai ressenti au bout de 2-3 ans de dépression, c'est que ça ne s'arrêtera jamais. C'est bon, ça fait 2-3 ans. Pourquoi ça va s'arrêter demain ou dans 1 an ou dans 4 ans? Je vais vivre avec toute ma vie et en fait, tu ne te projettes pas. Est-ce que pour finir, face à la caméra, tu aurais un petit message d'un vrai psychiatre qui est là et qui s'adresse à un jeune, à celle-ci? Bien sûr. En fait, ce qui est positif, alors on a vu la dépression, c'est une maladie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui se traite plutôt bien. En effet, avec une prise en charge, que ce soit psychiatrique, parfois médicamenteuse, psychologique, psychothérapeutique, c'est plutôt un trouble qui se guérit bien. On sait que par exemple, avec un traitement, ça va guérir environ 60% des dépressions, ce qui est déjà quand même beaucoup pour une maladie, mais qu'ensuite, si on fait par exemple plusieurs traitements, on va guérir environ 90% des dépressions. Donc c'est déjà énorme et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout quelque chose qui est inéluctable, qui va durer pour tout le temps et qui ne peut pas guérir. Donc en fait la dépression c'est une maladie, mais c'est une maladie qui se traite plutôt bien et notamment, et c'est vrai qu'il va se traiter le mieux possible, plus on va la prendre en charge tôt, moins elle va évoluer, moins elle va devenir sévère, moins la personne va se sentir isolée et plus en fait ça va guérir rapidement. Donc le message d'espoir il est important. Moi c'est pour ça qu'avec Culture Pop et Psy j'ai vraiment à cœur de finalement expliquer en fait vraiment de quoi on parle quand on parle de dépression, de maladie mentale, de psychiatrie, parce qu'en fait ça peut être aussi extrêmement positif, extrêmement joyeux. C'est des soucis qui peuvent concerner aujourd'hui tout le monde et pour lesquels il y a des solutions qu'il faut aujourd'hui mettre en avant et rendre disponibles pour tout le monde. C'est magnifique, franchement, Victor, il y a trop de connaissances. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en description tous les événements qui sont reliés. Tu me donneras tous les liens. Ouais. On va mettre tout ça, même si tu as écrit un livre, Ouais. ça, on va tout mettre en description si ça t'intéresse. Je te remercie encore beaucoup de ta venue. Les gars, pour ceux qui veulent nous retrouver, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Comme d'habitude, vous prenez soin de vous. Tu t'abonnes, tu likes, tu mets la cloche, tu connais les bails. Et en tout cas, prends soin de toi.